Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 21 février. 30 000 Albanais en marche pour tenter un passage en force à Mitrovica au Kosovo, une ville qu'ils veulent réunifier contre la communauté serbe. La population iranienne vote massivement pour les réformateurs. Ceux-ci possèdent déjà la majorité absolue au Parlement à l'issue du premier tour des élections législatives hier. 7 morts en 4 mois, l'épidémie de l'hystériose suscite toutes les craintes dans les 19 départements touchés. Nous évoquons les contrôles, les enquêtes en cours, le respect de la chaîne du froid. Nous vous proposerons aussi le témoignage d'une personne atteinte par la listériose. Un cas de vache folle dans le département de l'Ain et c'est plus de 600 bêtes abattues. Un tel cas s'était produit il y a 2 ans dans la Sarthe chez des éleveurs qui aujourd'hui racontent. Retour sur une défaite, les Anglais vainqueurs des Français en rugby samedi utiliseraient de la créatine, produit interdit à la vente en France. Est-ce une potion magique? Enquête dans ce journal. Kofi Olomide a rempli Bercy. Le chanteur zaïrois surnommé Papa Bonheur ou Tino Rossi, numéro 1 en Afrique, vient de sortir un nouvel album intitulé Attentat. Tout a commencé tôt ce matin à partir de Pristina, au Kosovo, où quelques milliers de personnes se sont mises en marche en direction de Mitrovica. Des enfants, des femmes, des hommes, quelques milliers, puis 10 000, 20 000, 30 000. Un cortège de drapeaux albanais, mais aussi américains, ceux de l'OTAN ou de l'ONU, avec pour but passer le pont de Mitrovica qui relie des zones albanaises et serbes. La Force internationale de paix, la KFOR, les attendait sur le pont. Récit Jérôme Bonny. Un cordon de soldats de la paix contre 30 000 Albanais du Kosovo. Difficile de contenir la colère de ces hommes qui ont décidé de reprendre le quartier nord de la ville, habité par les Serbes. Même les gaz lacrymogènes ont du mal à calmer leur ardeur. Depuis ce matin, ils convergent de la capitale régionale, Pristina, mais aussi de la vallée de la Drenica, fief traditionnel de la guérilla de l'UÇK. Leur objectif, faire de Mitrovica une ville entièrement albanaise. De l'autre côté de la rivière, quelques centaines de Serbes prêts à en découdre pour défendre leur quartier. Entre les deux, pour éviter le pire, des soldats anglais quelque peu désemparés. On apporte les gourdins en première ligne, puis on les remet dans le blindé. Ordre contre ordre, ces hommes ne sont pas préparés à ce genre de mission de police. Ils ont tout fait pour éviter le contact visuel entre Albanais et Serbes, mais en vain. Dans le même temps, les hommes de la KFOR ratissent Mitrovica maison par maison à la recherche d'armes. Il y a eu 10 morts depuis le début du mois dans des incidents entre Albanais et Serbes. Pour les Nations Unies, c'est une priorité d'obliger tous les Kosovars à vivre ensemble, d'éviter que Mitrovica ne devienne le symbole d'une partition du Kosovo entre les Serbes au nord et les Albanais au sud. La manifestation est désormais achevée. Maintenant, des milliers de personnes retournent vers Pristina. Anne Ponsinet, vous êtes parmi cette foule de manifestants qui retournent vers Pristina. Qu'est-ce que vous voyez? Comment est la situation actuelle? Écoutez, je me trouve au milieu donc de cette immense foule qui a convergé aujourd'hui vers Mitrovica et qui reprend maintenant la route de Pristina. Cette route est totalement encombrée de bus, de voitures et de marcheurs. Certains devront refaire les 30 km à pied. Ça signifie en tout cas que la manifestation a pu être dispersée à Mitrovica. Selon la KFOR, la zone des ponts la plus critique, celle qui sépare la ville en deux, est maintenant calme et sous contrôle. Le couvre-feu qui prend en principe effet à 18 h a été repoussé pour permettre l'évacuation de la foule. Cette foule immense, 30 000 marcheurs dans un premier temps et au final peut-être même 75 000 personnes à Mitrovica, ça constitue un vrai succès pour la communauté albanaise. Elle montre que même démilitarisée, cette communauté albanaise conserve l'arme de la mobilisation populaire. Merci Anne Ponsinet. Vous étiez en direct donc entre Mitrovica et Pristina, là où les manifestants refluent actuellement. Comme un voile qui se lève sur l'Iran, même timide, même progressif, le vote de la population iranienne, hommes et femmes, en faveur des candidats réformateurs a déjà donné, à l'issue du premier tour hier, une majorité absolue pour ce camp réformateur. Patrice Ramden commente ces résultats. Les résultats définitifs des législatives ne seront connus que dans quelques jours. Mais d'ores et déjà, la victoire des réformateurs ne souffre aucune contestation. Et le président Khatami, qui inaugurait aujourd'hui le métro de Téhéran, se félicite de ce qu'il appelle un nouveau chapitre en or de l'histoire du pays.
Les chiffres. Les réformateurs raflent 178 des 290 sièges que compte le Parlement iranien. Majorité absolue, et ce avant même le second tour programmé pour le mois d'avril. Ce qu'il est désormais convenu d'appeler un raz-de-marée déferle sur les principales villes du pays. Ispahan, Kéman, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, Awaz, Mashhad et la capitale, Téhéran, où les réformateurs s'offrent 28 des 30 sièges de députés en jeu. Paradoxalement, Yazd, fief du président, leur échappe. Le taux de participation, 80%, ajoute à l'éclat de la victoire, qui doit beaucoup au milieu démocrate, aux femmes et aux jeunes qui n'ont connu que le régime islamique. Alors que ce soit à Paris, Berlin ou Washington, on constate la volonté de changement et d'ouverture vers la démocratie manifestée par les électeurs iraniens. Mais pour autant, Jean-Marc Ilouz, vous qui êtes à Téhéran, est-ce que tout va changer du jour au lendemain ? Eh bien, Claude, beaucoup de choses vont changer en Iran. Les attentes en matière de liberté politique, en matière d'économie sont immenses. Elles ne changeront pas du jour au lendemain, car n'oublions pas que si les conservateurs ont perdu la présidence et le Parlement, eh bien, en Iran, au-dessus de la présidence, au-dessus du Parlement, il y a le pouvoir religieux qui contrôle encore et qui contrôlera la police, la justice, l'armée, la télévision. Mais désormais, ceux dont la légitimité révolutionnaire remonte à 1979 devront partager cette légitimité avec la légitimité démocratique sortie des urnes. Alors une indication de climat, si vous voulez bien, Claude. Ce soir à Téhéran, dans les rues, dans les cafés, dans les administrations, on sent bien que les Iraniens contiennent leur joie, avec un mélange de prudence et de maturité politique, en attendant que les résultats soient proclamés définitivement. Par exemple, les réformistes ont prévu de ne pas faire de manifestations de rue, de peur de s'attirer une provocation de la part des groupes extrémistes islamistes qui, vous vous en souvenez, en juillet avaient tiré sur la foule. En revanche, ils comptent organiser dans les prochains jours une manifestation de masse au grand stade Azodi de Téhéran. En persan, Azodi veut dire liberté. Merci Jean-Marc, vous évoquez les événements de l'été dernier. De fait, on a noté dans la presse de Téhéran aujourd'hui la confirmation par la Cour suprême de la peine de mort infligée à un étudiant arrêté au mois de juillet 1999 alors qu'il manifestait en faveur de la démocratie. Concernant les populations civiles en Tchétchénie, la Commission européenne a fait part de son extrême préoccupation. Des centaines de civils ont été refoulés par les Russes devant Grozny, mais quelles que soient les critiques ou protestations étrangères, comme celle de ces 200 artistes et intellectuels français appelant à rompre le silence sur les massacres russes et comparant les actes de Vladimir Poutine à ceux de Staline, le président russe par intérim n'en a cure et il félicite l'armée pour son travail en Tchétchénie. Une armée russe qui paradait ce matin sur un aérodrome près de Grozny. Commentaire Dorothée Olyric. La journée de l'armée russe se doit d'être fastueuse, et elle l'a été. L'aérodrome où défilent ces soldats n'est pourtant qu'à 1 kilomètre du centre dévasté de Grozny. Là-bas se cachent encore 200 à 300 combattants tchétchènes, mais qu'importe, il fallait impressionner avec ce défilé digne de l'ex-armée rouge. Pour le moral des troupes et pour convaincre son électorat du bien fondé de sa guerre, Vladimir Poutine a de son côté décoré à Moscou les plus grands acteurs militaires de ce conflit. Le message est clair, l'opération antiterroriste, comme l'on dit toujours au Kremlin, est sous contrôle et la fin du conflit pour bientôt. La puissance de feu russe bombarde, rase, village après village. L'objectif est de déloger tous les combattants tchétchènes, toujours regroupés dans la zone montagneuse du sud de la République caucasienne. Toujours dans le souci d'améliorer son image, l'armée a également ouvert à une équipe de journalistes russes cette prison de Tcherno-Kosovo au nord de la Tchétchénie. Selon les témoignages recueillis par les organisations humanitaires et les journalistes occidentaux, ici, des tortures sont infligées aux civils. Selon les forces fédérales, il ne s'agit pas d'un camp de filtration, mais d'un point de contrôle où sont actuellement détenues 113 personnes, des suspects qui seront enfermés le temps de déterminer s'ils sont ou non des combattants tchétchènes. À Paris, le ministère des Affaires étrangères donne des consignes d'extrême prudence aux touristes et voyageurs en Casamance, au sud du Sénégal. Hier soir, 2 ressortissants sénégalais ont été tués et un touriste français blessé lors d'une attaque menée par un groupe d'hommes armés près de Ziguinchor, en Casamance. C'est une vaste alerte sanitaire qui est lancée contre l'épidémie de l'hystériose qui a fait 7 morts depuis près de 4 mois en France. 19 départements sont touchés et les enquêtes actuellement menées pour tenter de remonter à la source de cette épidémie sont évidemment longues et complexes. Voyez le reportage de Benoît Thévenet avec David Bazy à Bordeaux et Éric Delagneau. La listériose, un travail à temps plein pour les épidémiologistes de l'Institut de veille sanitaire. Les médecins procèdent par recoupement. Tous les aliments consommés par les malades sont passés au crible.
Nous rencontrons deux types de difficultés. La première, c'est la dispersion de l'épidémie, puisque, comme vous le savez, les personnes malades sont réparties dans 19 départements. Et la deuxième difficulté, c'est que les premiers interrogatoires sur les consommations alimentaires de ces patients ne nous ont pas permis de déceler, de repérer un aliment responsable. Et pourtant, la bactérie Listeria est surveillée de près. Dès qu'un cas est suspecté par un médecin, la souche est isolée par un laboratoire et envoyée à l'Institut Pasteur, où sont comparées et répertoriées toutes les souches de Listeria. Parallèlement, le médecin fait une déclaration obligatoire auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Aussitôt, un questionnaire alimentaire est envoyé aux malades pour tenter de dresser la liste des aliments à risque. À partir de là, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut Pasteur déclarent ou non l'épidémie. Si tel est le cas, une cellule de crise est activée. Composée de membres du ministère de la Santé, de l'Agriculture et de la Consommation, elle lance de nouvelles enquêtes, véritable travail policier. C'est inconcevable de pouvoir faire des prélèvements sur tous les aliments présents chez les distributeurs, sur tous les aliments à risque de listériose. Il faudrait prélever tous les fromages à la coupe, les fromages au lait cru, toutes les charcuteries. Donc nous, notre travail, c'est de cibler ces enquêtes en orientant sur les produits qui nous semblent être les produits véhicules de la contamination. Ce sont ces produits qui sont actuellement prélevés un peu partout en France par les inspecteurs vétérinaires pour être analysés. Si cette semaine, les épidémiologistes espèrent pouvoir affiner les recherches, il faudra en revanche peut-être plusieurs semaines pour trouver l'aliment responsable. Il convient de rappeler encore que la listériose est une maladie infectieuse due à la bactérie Listeria qui se traite habituellement pendant 3 semaines à l'aide d'antibiotiques, plus précisément une combinaison d'antibiotiques. Parmi les symptômes, on constate de fortes fièvres et des maux de tête. Ce fut le cas pour cette femme que vous allez entendre dans le reportage de Christophe de Valambra et Alain Darré-Grand. Elle était enceinte de 6 mois lorsqu'elle a contracté la listériose au mois de janvier en mangeant de la langue de porc en gelée. Elle a passé 11 jours dans le service des urgences de l'hôpital d'Angoulême. On retiendra de son témoignage que les dépistages tardifs peuvent être fatals. Sujet à risque et à consommer de la langue de porc en gelée, produit à risque. Mais en pleine période de grippe, quand les premiers symptômes apparaissent, maux de tête, fièvre, comment faire le rapprochement avec la listériose? Et le mal persiste 10-15 jours avant que des examens pointus ne désignent enfin la maladie, le choc. Vous savez, quand un médecin vous téléphone à votre domicile qui vous dit vous rentrez aujourd'hui tout de suite immédiatement là, à la clinique et on vous branche sous perf avec une grosse dose d'antibio, ça craint pour le bébé également, pour vous aussi, mais enfin je ne peux pas m'avancer plus que ça, on verra ça tout à l'heure. Je peux vous dire, vous asseyez, hein, parce que vous demandez ce qui vous arrive. Là on en entend parler énormément, il y a énormément de cas, donc là on va la prendre au sérieux. Mais là c'était trop tôt. Et personne ne pensait encore à la listériose qui s'aggravait de jour en jour. Catherine sera hospitalisée juste à temps sous perfusion d'antibiotiques pendant 11 jours. Elle s'en tire, mais qu'en est-il du bébé qu'elle porte? Le risque, il dépend du terme de la grossesse. En gros, avant 6 mois, c'est plutôt un avortement. Après 6 mois, ça va plutôt être un accouchement prématuré. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au niveau du développement, que ça soit moteur ou autre, qu'il y ait eu un problème et que c'est stoppé le développement. Et qu'il y ait un problème à la naissance, c'est ça, parce que ça, personne ne le sait réellement. Le doute, l'angoisse, mais aussi la colère que personne, médecin, pouvoir public, n'ait su empêcher cette épidémie de listériose. Et ce soir, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande l'interdiction de la consommation des riz de veau, de la rate et des intestins pour tous les bovins nés avant le 1er mars 1998. Mais dans les recherches menées par les autorités, d'autres produits sont visés, comme les fromages au lait cru, certaines charcuteries, comme les pâtés, rillettes ou produits en gelée, ou bien encore certains poissons fumés. Il ne s'agit pas, bien sûr, de tout interdire, mais d'être très prudent et vigilant sur ce que l'on appelle la chaîne du froid. Vous voyez le reportage de Gilles Marinet, Eric Mézy et Jean-Louis Bousser. 5 heures ce matin à Rungis. Arrivés dans la nuit, des centaines de tonnes de produits frais. Ils attendent leur destinataire dans les bancs réfrigérés. Température moyenne, 0 degré. Les surgelés, eux, ont droit à la chambre froide, climat polaire, moins 25 degrés. C'est ici que les produits sont stockés, ici. Et après, on a, comme vous avez pu le voir à l'extérieur, des meubles. Où là, nous faisons des présentations petites de produits, mais tout le stockage se fait ici. Et la chaîne se poursuit. Un magasin de quartier à Paris. Le rayon frais annonce les prix, bien sûr, mais il affiche aussi, pour un œil averti, la température de conservation. Là, c'est l'indicateur de température. Tout à fait, oui. Et vous êtes à combien, là? Bah 0. Oui, 0.
en fait, c'est entre 0 et plus 2. Les normes légales? Oui, tout à fait. Et toutes les banques sont équipées? Tout à fait, oui, c'est obligatoire. Les produits sont arrivés à 7 h du matin, entre la sortie du camion frigorifique de livraison et la mise en étalage, une demi-heure au plus. Un délai insuffisant selon les responsables de l'établissement pour rompre la chaîne du froid. En revanche, le danger peut venir d'ailleurs de votre réfrigérateur. L'ennui, effectivement, c'est que la grande majorité, comme celui-ci, ne comporte pas de thermomètre. Un petit moyen pour le vérifier, c'est par exemple mettre un thermomètre dans un verre rempli d'eau et de regarder un petit peu la température, sachant que selon les endroits du réfrigérateur, la température doit osciller entre 2 et 8 degrés, sauf dans le bac à légumes et dans les compartiments de la porte. Mais la chaîne du froid n'est pas infaillible, pas plus que d'autres mesures d'hygiène. Conséquence, le risque zéro n'existe pas. Le zéro listeria, à moins d'aller vers une nourriture conditionnée, aseptisée, traitée, ionisée, le zéro listeria, c'est une illusion. L'amibe listeria devient de plus en plus résistante, les spécialistes l'ont constaté. L'une des principales mesures de prévention consisterait à réduire le temps de conservation des produits. Alors, il va de soi, mais il faut le repréciser que dans cette affaire de listériose, aucune marque pour l'instant n'est en cause et que les images que nous diffusons dans ces reportages ne sauraient être utilisées contre tel ou tel produit précisément. C'est aussi au nom du principe de précaution maximum que la France se distingue en Europe, notamment de la Grande-Bretagne, en procédant à l'abattage systématique de tous les troupeaux où l'on décèle même un seul cas de vache folle. Ainsi, dans le département de l'Ain, une bête était atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine et les 600 autres bêtes de l'élevage ont été abattues. On imagine le désarroi des éleveurs dans de telles situations. À Torigny-sur-Dué, c'est dans le département de la Sarthe, en décembre 1997, plus d'une centaine de bêtes ont subi le même sort. L'agricultrice a porté plainte contre le fabricant d'aliments. Éric Mézy et Nadine Picard, pour France 2, ont rencontré cette femme qui a refait pour eux le récit de ce qu'elle a vécu il y a 2 ans. Bon, pour nous, là, elle a quand même un état qui n'est pas normal, c'est qu'elle a maigri. C'est une vache qui n'est pas en état normal, elle a maigri. Elisabeth ne parvient pas à faire son deuil de cette histoire. Souvent, elle se repasse ces images tournées par les services vétérinaires. On y voit l'une de ses vaches, une belle normande, atteinte par la maladie de la vache folle. C'était le 10 décembre 1997, quelques jours avant que tout le troupeau ne soit abattu. Bon, nous, on a pris la nouvelle le vendredi à 1h30, le samedi soir à 7h, on n'avait plus rien. Il nous restait, c'est simple, il nous restait nos enfants, nos chiens et nos chats. À part ça, c'est tout. Et des bâtiments tout neufs, avec rien dedans. Comment leur vache a-t-elle été contaminée? C'est ce que ne comprennent pas Elisabeth et son mari. Ils n'achetaient aucune bête à l'extérieur, juste de l'aliment, et puis ces farines animales responsables de l'épidémie étaient interdites depuis 4 ans, quand leur vache est née. Une seule explication pour Elisabeth, les fabricants d'aliments ont accidentellement, ou non, mélangé ces farines interdites aux rations de ces animaux. Mais je dirais que les agriculteurs font trop confiance facilement aux maisons d'aliments. Aujourd'hui, moi je dis qu'on leur a fait trop confiance et aujourd'hui on a certainement été dupés par eux, ça c'est sûr. Repartir à zéro, tout recommencer, cela n'a pas été facile. Bien sûr, le couple a été indemnisé. L'État s'est montré généreux et a versé 2 millions de francs. De quoi racheter 130 têtes de bétail. Mais même s'il continue d'appeler les vaches par leur nom, le cœur n'y est plus. L'attachement au troupeau n'est plus le même. Les voisins éleveurs qui eux aussi achetaient leurs aliments à la même coopérative ont pris peur. Ils ont préféré ne pas venir voir ni savoir. Moi j'ai perdu des amis, il y a des gens qui sont venus 8 jours avant voir mon bébé que je n'ai jamais revu et que je ne reverrai jamais. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans la vache folle, eh ben, est-ce qu'on est contagieux? Est-ce que c'est pire que le choléra ou je ne sais pas quelle maladie? Mais c'est vrai que les gens n'osent pas nous approcher. Sur plus de 90 éleveurs français dont le troupeau a été abattu pour cause de vache folle, Elisabeth est la seule à avoir porté plainte pour empoisonnement. Elle refuse, contrairement aux autres, de se taire, d'endosser une responsabilité qui n'est pas la sienne. Victime, elle ne veut plus passer pour coupable. Dans l'Aveyron, les recherches des gendarmes ont repris pour tenter de retrouver le bébé d'1 mois et demi porté disparu depuis 1 semaine après la découverte des corps de sa mère et de sa demi-sœur tués par balle à Flavin, près de Rodez. Mais pour l'instant, aucune piste sérieuse n'est évoquée par les gendarmes pour retrouver l'auteur de ces meurtres.
Des morts suspectes en prison, il y en a plusieurs dizaines chaque année. Du moins s'agit-il de morts inexpliquées clairement par l'administration pénitentiaire qui avance le plus souvent le terme de suicide dès lors qu'un détenu meurt dans une maison d'arrêt ou une centrale. Il y a 2 semaines, c'était au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Nantes. Dimanche, c'était à Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère. Dans les 2 cas, les familles dénoncent le silence des autorités et ne croient pas aux versions officielles. Reportage de notre correspondante en Rhône-Alpes, Virginie Fichet, avec Olivier Jacquelin. Ali Boucheta était arrivé derrière ses murs quelques heures seulement avant sa mort. Vendredi, dans la soirée, cet homme de 33 ans, originaire de la banlieue lyonnaise, a été retrouvé dans sa cellule, pendu à l'aide de ses lacets. Ce suicide, sa sœur Farida ne peut toujours pas y croire. Il avait le goût de vivre et il avait fait des projets. Puis c'était pas son tempérament, quoi. C'est simple, c'était pas son tempérament. C'est pour ça que, pour moi, j'accepte pas cette histoire de suicide. Ce matin, des proches d'Ali Boucheta ont rencontré un responsable de la prison. Les premières précisions qu'ils ont obtenues renforcent encore leurs doutes. Il y avait un détenu qui était libérable, donc il lui a fait un message, il lui a dit « Tu dis à ma famille que tout va bien, qu'il m'envoie du linge, des mandats ». Il a même mis son numéro d'écrou sur un petit papier. 3 heures plus tard, Ali Boucheta était mort. Plus qu'un acte désespéré ou une pulsion incontrôlable, son entourage pense qu'il aurait pu être victime de ses gardiens, suspicion intolérable pour l'administration pénitentiaire. Notre personnel fait un métier difficile, parfois dangereux, et il le fait avec beaucoup d'honneur. Donc de ce point de vue-là, je refuse absolument d'entendre dire que les surveillants sont des assassins. C'est absolument intolérable, irrecevable. L'an dernier, plus d'une centaine de suicides ont été recensés dans les prisons françaises. Pour Daniel Gonin, ancien coordinateur des prisons lyonnaises, le doute s'insinue trop souvent là où le manque d'informations persiste. Le suicide peut toujours être suspecté. Et il le restera tant qu'on n'aura pas mis en place des moyens de vérification systématique de toute mort en prison. Tout mort en prison devrait faire l'objet d'une enquête. Pratiquée aujourd'hui, l'autopsie d'Ali Boucheta, elle, n'a pas encore livré ce début de réponse tant attendu. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 10 ans de prison ferme 2 militants basques, membres de l'ETA, dont l'un, Daniel Dergui, est en grève de la faim depuis près de 2 mois pour protester contre les conditions de son emprisonnement. Un mandat d'arrêt pour organisation frauduleuse d'insolvabilité a été délivré contre le nationaliste corse Alain Orsoni par la Cour d'appel de Paris. Alain Orsoni serait actuellement installé au Nicaragua et se serait arrangé pour ne pas indemniser les gendarmes victimes d'un attentat revendiqué par le FLNC. Les habitudes d'opacité des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les DAS, continuent. 2 frères âgés de 5 et 7 ans vivaient dans une maison d'accueil près de Mazamet chez un couple âgé de 65 et 61 ans. Trop vieux pour la DAS, ces parents d'accueil se battent maintenant pour conserver la garde des enfants. Aujourd'hui, après un nouvel entretien, la DAS du Tarn a décidé de repousser sa décision. Reportage Muriel Lassaga et Christophe Cadeau. Dans la petite maison d'Aucillon, les valises de Pierre et Michael sont restées là. Depuis vendredi dernier, comme tout le monde, elles attendent une décision de l'administration qui réglera le sort des enfants. On est là pour l'intérêt des enfants. Oui, c'est ça. Pour les enfants. Et pour vous aussi, non, oui, mais pour eux aussi, mais le problème c'est les enfants. Pour soutenir Marguerite et Édouard, des voisines, des mères qui parfois ne connaissent même pas la famille, des femmes tout simplement, les ont accompagnés jusqu'à leur rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance. Et je sais comment se calmer. Moi, je suis calme. Mais les enfants, c'est pas des meubles. Quand on donne un enfant, il faut réfléchir à qui on le donne déjà. Et puis on l'enlève pas comme ça du jour au lendemain. La décision tant attendue n'en est pas vraiment une. Pierre et Michael resteront dans leur famille d'accueil actuelle jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après, on verra, il sera toujours temps de discuter, encore une fois. On attendait autre chose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous attendiez? J'attendais qu'ils nous disent bon. Qu'ils nous disent bon pour le matin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est ça. C'est le mot. Bouleversé. C'est tout. Les laisser 4 mois. Dans 4 mois, ça va être pareil. La souffrance sera... Dans 4 mois, ils vont être de nouveau manipulés comme... je sais pas. D'autant plus que l'administration se retranche derrière la loi. Nous ne pouvons pas parler notamment de la durée, parce que nous ne la connaissons pas, du placement, puisque je rappelle que le placement, il est pris par un magistrat, qui est le juge des enfants. Au cœur de ce débat, il y a ce soir 2 enfants qui, eux, ne savent toujours pas où ils seront l'été prochain.
Demain à Bruxelles, devant la Commission des libertés publiques, pour la première fois dans une telle enceinte sera évoquée l'existence d'un système mondial de surveillance et d'interception des télécommunications militaires et civiles. C'est un système mis au point par les Américains et baptisé du nom de code Échelon. Ça fait 20 ans que ce système fonctionne. Pour France 2, Hervé Brusini a réuni plusieurs éléments démontrant l'importance, voire le danger pour certains de ce système dont on peut constater la réalité derrière l'apparence anodine d'énormes sortes de balles de golf posées quelque part dans un champ en Grande-Bretagne. Cela tient du film fantastique, mais c'est bel et bien une réalité à vous faire frémir. Ces boules blanches ne sont là que pour empêcher le promeneur de voir vers quoi sont pointées les coupoles qu'elles abritent. À 280 km à l'ouest de Londres, cette base dont on chercherait vainement l'emplacement sur une carte, cette base écoute la France, mais aussi l'Europe et l'Afrique. Tous les téléphones, les fax, les ordinateurs, rien n'échappe à ce dispositif. Il appartient au système d'espionnage planétaire baptisé Échelon. Duncan Campbell fut l'un des tout premiers à révéler l'existence de ce maillage mondial des télécommunications. Au jour le jour, il collecte les preuves photographiques de l'implantation d'autres bases secrètes, comme celle-ci par exemple, située au Japon. Il en existe d'autres encore, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est la terre entière qu'on espionne. Le scandale, c'est que les agences de renseignement sont hors la loi. Elles ne reconnaissent aucune frontière, elles ne reconnaissent pas les droits de l'homme. Voici le cœur du dispositif, la NSA, l'Agence pour la sécurité nationale, près de Washington. Budget 24 milliards de francs. L'origine de ce réseau, c'est un accord secret signé entre les États-Unis et la Grande-Bretagne en 1948. À présent, ici, des ordinateurs hyper puissants analysent les messages sur Internet, les conversations téléphoniques. Ce document, classé Gamma, le plus haut niveau du secret à la CIA, prouve qu'une discussion entre Chinois et Pakistanais était écoutée en 1996. On y parlait d'équipements nucléaires. Les Français Thomson CSF en 1994, Airbus Industrie en 1995 ont perdu des contrats piégés par le système Échelon. Mais alors comment se préserver d'une pareille intrusion ? Si vous faites passer vos communications sur fibres optiques, c'est plus difficile de les intercepter. Si tout est codé, avec différents niveaux de cryptage, et grâce à beaucoup d'ordinateurs ce n'est pas difficile, alors vous bloquez leur capacité d'espionnage. Dans ce monde de l'écoute, personne ne se fait confiance. Dans son rapport, Campbell met en évidence que les Anglais et les Américains, les deux piliers du système, ne cessent de s'espionner entre eux. Plusieurs avalanches ont eu lieu ces dernières 24 heures. D'abord à Davos, en Suisse, il y a 3 morts et 1 blessé après une coulée de neige qui a traversé une piste de ski à la mi-journée. Ça, c'est à Davos en ce moment même, ces images. Et il y a aussi une avalanche en Italie du Nord, dans le Haut-Adige. 3 morts et 2 blessés. Puis en Autriche, dans le Tyrol, un garçon de 15 ans est actuellement porté disparu, enseveli par une avalanche depuis dimanche. Premier chèque d'indemnisation pour les victimes de la marée noire du pétrolier Erika qui a fait naufrage le 12 décembre dernier au large du Sud Finistère. L'assureur du navire et le fonds d'indemnisation viennent de donner 5 chèques à des pêcheurs et un propriétaire de restaurant victimes des arrivées du fioul sur les plages du Morbihan et de Loire-Atlantique à Pornichet. Mais les chèques sont pour l'instant pas très importants. Aujourd'hui à Vannes, la ministre Dominique Voynet rencontrait dans les locaux de la préfecture du Morbihan les préfets des départements concernés, les élus, les associations. La ministre a mis l'accent sur les mesures de protection concernant les bénévoles. Elle a critiqué les organismes comme le CEDRE ou Météo France, mais a tenu à rassurer les consommateurs sur la qualité des huîtres qu'elle a dégustées après cette réunion. Comme voici. Et puis en politique, c'est une semaine décisive pour la préparation des élections municipales à Paris du côté des socialistes. Bertrand Delanoë, président du groupe socialiste au Conseil de Paris, a officiellement lancé sa candidature à l'investiture sous le signe, dit-il, du renouveau. Il a l'appui de plusieurs maires d'arrondissement, dont le ministre chargé des relations avec le Parlement Daniel Vaillant et le sénateur Claude Estier qui était à ses côtés. Quant à Jacques Lang, il dira si oui ou non il quitte Blois pour Paris. Ce sera vendredi. Du sport, du rugby, bien sûr pas question de ne pas être fair-play, de ne pas reconnaître le talent des Anglais, vainqueurs des Français samedi au Stade de France, mais tout de même, dans les propos de l'entraîneur français Bernard Laporte, on aura noté ses interrogations sur l'usage de la créatine, une substance dont la vente est interdite en France et qui permettrait de masquer l'absorption de produits dopants. Seule certitude, la créatine est autorisée en Angleterre, mais sur les effets de cette substance, il y a débat. Un reportage Christelle Bertrand et Maryse Burgot. Contre l'Angleterre, les Français s'attendaient à un défi physique. Ils l'ont eu. Le 15 tricolore n'a pas fait le poids. Aujourd'hui, la préparation de l'équipe de France est remise en cause. Comme les Anglais, les Français ne diraient pas non à un petit coup de pouce alimentaire.
On ne change pas uniquement avec de la musculation ou avec un préparateur physique maintenant qui est au top. Je crois qu'à un moment donné, il y a des suppléments énergétiques qui sont là pour aider à la récupération, qui sont là pour aider aussi la masse musculaire. Ils l'utilisent en Angleterre, ils l'utilisent depuis 10 ans dans l'hémisphère sud, à nous à l'utiliser. Ce supplément énergétique magique s'appelle la créatine. Cette molécule est présente dans la viande et le poisson, mais la formule concentrée se présente en poudre, on la prend diluée dans de l'eau. Les scientifiques français sont loin d'adhérer aux vertus de la poudre qui fait prendre du muscle. Si moi je suis sportive de haut niveau, prendre de la créatine, qu'est-ce que ça va m'apporter? Rien. Rien du tout. Mais la créatine peut aussi servir à masquer des produits dopants. C'est pourquoi en France, le ministère de l'économie a résolu le problème. Cette circulaire indique qu'il est interdit de mettre en vente des produits contenant de la créatine. Interdite en France, mais légale en Angleterre. Tellement légale que des publicités vantent les mérites de ce produit utilisé par des centaines de joueurs. Autorisée aussi par le CIO, la créatine n'a convaincu ni la commission médicale de la Fédération française de rugby, ni le sélectionneur de l'équipe de France. Ils disent qu'il ne faut pas le prendre parce qu'il y a des risques physiques à terme. Ben je dis, n'en prenons pas. Acceptons de subir des matchs comme samedi, mais je préfère quand même privilégier l'intégrité physique de mes joueurs que le contraire. À chaque défaite de l'équipe de France, la créatine est un débat récurrent. Pas sûr qu'une victoire tricolore en aurait fait autant parler. Un nouveau décès parmi les auteurs de bande dessinée, c'est Will qui vient de mourir à l'âge de 72 ans en Belgique. Il était le papa de Tif et Tondu, publié par le journal Spirou à la fin des années 40. En voici quelques images. Il fut aussi le créateur d'Isabelle. Son dernier album, c'était la 27e lettre. On a qualifié souvent Will de peintre des femmes. C'était aussi un aquarelliste. Koffi Olomide est plus que prophète en son pays. Originaire de l'ex-Zaïre, il est un musicien reconnu sur tout le continent africain noir. Pour le qualifier, on utilise les surnoms de Papa Bonheur, Papa Sucre ou encore de professeur des élèves, voire de Tino Rossi africain. Il est entouré de sapeurs, membres de la SAP, SAPE, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Disons que ce sont des costumes brillants, chics et chers, auxquels Michel Monpontet et Madi Diawara n'ont pas été insensibles lors du concert unique que Koffi Olomide a donné à Bercy, à Paris. Autant commencer par une présentation pour éviter tout blabla du roi Black. Lui c'est Anelka, le transfert le plus cher de l'histoire du foot et de la musique en Afrique, c'est lui. Et lui c'est pas Antenne 2 mais c'est CNN, comme la chaîne de... Voilà, c'est le rap. Et lui c'est Rick Anton et Rick Toots, c'est donc le prof de chant. Chante un petit bout. Depuis 3 semaines, venus de Kinshasa, ils vivent autour du roi Koffi dans cette salle de répétition. Leur défi, transformer Paris en capitale du Congo, une nuit durant. Dans 24 heures, ce sera Bercy. Et pour la première fois, une star africaine qui va tenter de remplir les 20 000 sièges. Le tout sans avoir jamais fait la moindre émission de télé en France, ni la moindre couverture de magazine. Mais en Afrique, ces chansons d'amour cadencées et langoureuses sont déjà depuis longtemps des classiques. Ce sont elles, les femmes africaines qui l'ont élu roi, roi de cœur bien sûr. Les femmes savent reconnaître les gens qui les aiment vraiment. Je pense qu'elles m'ont repéré. Je pense pouvoir dire que je les aime tout simplement, mais sincèrement. On m'a demandé une fois si aller sur la Lune m'intéresserait au cas où ça devenait payant. J'ai dit tant qu'il n'y aurait pas de femmes là-bas, je n'irai pas. Bercy, 23h, les femmes et la mode africaine ouvrent le bal comme un hommage, voire une invitation. Koffi Olomide, lui, dans sa loge, a revêtu son pantalon de diamants et argent, prix 47 000 francs. Le luxe comme un pied de nez. Et dans la salle, les Koffiettes font monter le thermomètre. Koffi, à la descente comme ça. Retour en loge, c'est l'instant de gloire du maître de cérémonie. Parce que moi j'annonce, je demande au public de regarder. Il est 1h30 du matin. Et quand tu
tu sens que tu commences à voir le public, c'est comme ça les mains. Là, c'est mieux. Devant 20 000 fans survoltés, la fusée Kofi peut atterrir. Paris réussi. Le concert s'est achevé à 6 h du matin, quand on vous dit que les absents ont toujours tort. Voilà, pour les absents, sapeur ou non, voici donc le CD de Koffi Olomidé, Attentat, qui vient de sortir, c'est le nouvel album. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 événements d'actualité que nous avons évoqués. La marche de plusieurs dizaines de milliers d'Albanais de Pristina vers Mitrovica au Kosovo cet après-midi pour tenter d'envahir toute la ville de Mitrovica, y compris la zone serbe. La manifestation a été empêchée par la KFOR. Ce soir, les manifestants, des dizaines de milliers, on parle jusqu'à 100 000 personnes, reviennent dans le calme vers Pristina. Et puis l'enquête continue pour déterminer l'origine de l'épidémie de l'hystériose qui vient de provoquer 7 morts en 4 mois en France. Des conseils d'extrême prudence sont formulés par les autorités sanitaires. La météo dans quelques secondes avec Sophie Davant et puis ensuite le magazine de Jean-Luc Delarue, jour après jour, qui sera consacré à l'illettrisme. À suivre, Mots croisés, le magazine présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel, qui réunira des invités comme Marc Blondel ou Édouard Balladur, notamment sur le thème des retraites. À 0h40, vous retrouverez Laurence Ostolaza pour le dernier journal de la rédaction. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Alain Madelin. Et à 13h, vous aurez le plaisir de retrouver ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.